Alors bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour ce petit retard. Bienvenue parmi nous et puis bienvenue Rebecca Amselem. Merci beaucoup. Donc tout d'abord quelques petits mots pour vous présenter. Vous êtes docteur en économie, vous êtes féministe engagée et instigatrice des mouvements pour l'égalité salariale, donc le 7 novembre, hashtag 7 novembre 16h34 en 2016 et hashtag 3 novembre 11h44 en 2017. Et vous êtes aussi la fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses, lancée en octobre 2015 et qui est suivie aujourd'hui par plus de 80 000 abonnés. Et qui traite de sujets comme la politique, le sexe, la maternité, la culture et bien d'autres encore. Les Glorieuses, c'est donc le nom de votre newsletter, mais c'est aussi le nom de votre livre, Les Glorieuses, chroniques du féministe, que voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et qui est sorti aux éditions Ebeke en début d'année, en avril, si je ne me trompe pas. Et donc ce soir, vous nous faites le plaisir de cette rencontre pour présenter votre livre « Les glorieuses chroniques d'une féministe », mais aussi pour répondre à la question « Quel féminisme aujourd'hui ?» dans le cadre de notre programmation des éclaireurs pour l'été. Et donc dans cet ouvrage, nous découvrons 20 chroniques inédites, personnelles, parfois même intimes, allant d'un hommage à Nina Simone, en passant par le rêve que vous avez pu faire d'Olympe Olympe de Gouges, qui serait enterré au Panthéon, et en passant même par des histoires concernant les recettes de cuisine de votre grand-mère. Et donc ces histoires courtes, pleines d'humour, ont pour point commun de mettre à l'honneur la parole féminine et féministe. Alors, pour commencer, en octobre 2015, vous décidez de lancer sous forme de chronique la newsletter Les Glorieuses, qui, comme je l'ai dit plus tôt, donc réunit aujourd'hui plus de 80 000 abonnés. Et à l'époque, qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à faire entendre votre voix de cette façon ? Déjà, merci infiniment de m'accueillir. Je suis hyper heureuse d'être là et merci d'être venues si nombreuses, on peut le dire. Nombreuses et nombreux. C'était quoi la question ? Ah oui, non, ça y est, c'est bon. En fait, j'ai commencé à faire cette newsletter et en fait, c'était un email que j'envoyais à des gens. Enfin, au départ, c'était clairement mes amis et ma famille, donc pas vraiment beaucoup de personnes. Et j'ai commencé à le faire parce que j'étais en train d'écrire ma thèse d'économie, du coup, donc sur un sujet qui n'avait rien à voir. C'était sur les modèles économiques des musées. Et en fait, j'étais un peu en train de péter un câble. J'en avais vraiment marre d'être toute la journée à la bibliothèque. Je donnais plus de cours parce que j'étais passée en phase d'écriture de thèse. Ça se passait pas hyper bien avec mon directeur de thèse. Et en fait, j'avais besoin d'une bouffée d'air et de m'intéresser à un sujet que je connaissais pas des masses, mais qui m'intéressait. Et je lisais beaucoup d'articles, notamment dans la presse américaine et anglo-saxonne, sur les questions des féminismes, et surtout avec un ton qui était extrêmement enjoué, extrêmement optimiste, et que je ne retrouvais pas ici. Les écrits qui existaient en France il y a 3-4 ans, déjà il n'y en avait pas dans la presse féminine, c'était plutôt moins 300 grammes avant l'été, et ne lis pas de livres, et de toute façon ça ne sert à rien. Mais c'était du coup plutôt pour allier à la fois le fait d'avoir une vraie prise de conscience sur le fait que même aujourd'hui, en 2018, en France, les femmes n'ont pas les mêmes droits, en tout cas les mêmes privilèges que les hommes, mais en gardant toujours cet esprit optimiste et enjoué que je retrouvais notamment dans les écrits des intellectuels anglo-saxonnes. D'accord. Et donc, dans cette newsletter, on peut dire au contenu très éclectique, vous abordez de vastes sujets. J'en évoquais tout à l'heure. Est-ce que vous suivez un fonctionnement particulier pour les thèmes qui sont évoqués, ou est-ce que ça vous vient un peu au bonheur la chance? Ouais, c'est vraiment au bonheur. Je devrais avoir un programme En fait, déjà, j'écris pas vraiment les newsletters en avance. Je les écris vraiment, limite, je pense, le lundi pour le mercredi. Et ça, je me suis dit, à partir de septembre, ça va changer. Je vais essayer de le faire quand même quelques jours avant. Mais ça dépend de soit une expo que j'ai vue, ou d'une pièce de théâtre, ou d'un film, ou d'un bouquin que j'ai lu. Et j'essaye de lire, du coup, un livre au moins par semaine pour pouvoir en parler dans la newsletter ensuite.
Alors, ce qui se passe, du coup, c'est que quand j'ai pas aimé le livre, j'ai plus rien à dire. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et donc là, clairement, je stresse, du coup, le lundi soir. Mais sinon, généralement, ça va. Ouais, sinon, le livre que j'ai lu ou un film que j'ai lu, en tout cas, m'aide à écrire la newsletter qui suit. Ou alors, ça, c'est d'un point de vue peut-être un peu plus culturel, mais c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé, en fait. C'est aussi ce que je raconte dans le livre, quand je suis à une fête et qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de déplaisant, ou en tout cas qui me fait prendre conscience de quelque chose dont je n'avais pas pris conscience avant. Dans ce cas-là, j'en parle dans la newsletter. Et donc, vous le disiez, la newsletter, au départ, était pour un public assez fermé, enfin, vos amis, vos proches. Et puis, finalement, au fil des années, on arrive aujourd'hui à un nombre d'abonnés qui est quand même assez impressionnant. Et donc là, vous décidez d'écrire Les Glorieuses, le livre Chronique d'une féministe. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la naissance de cet ouvrage ? Alors, en fait, c'est une commande. Donc moi je pensais pas du tout écrire un livre de ma vie. Depuis que je suis toute petite, on me dit que j'écris extrêmement mal. À l'école, on me disait que j'avais un style qui ne convenait pas du tout. On m'a tout de suite guidée vers des études scientifiques et donc du coup faire un bac S, faire de l'économie, faire des statistiques, donc pas du tout d'écrire. Et en fait, je pense que j'ai vraiment développé ce goût pour l'écriture en même temps que les Glorieuses. Et puis, ça m'a aussi donné la confiance nécessaire pour me dire, ok, je peux y arriver. Et en fait, c'était une commande du coup de Gallimard, de la directrice des livres illustrés de Gallimard, qui s'appelle Lynn Karoubi, qui m'a demandé, c'était juste avant le mouvement MeToo en octobre ou en novembre, et en fait, elle m'a demandé d'écrire sur ma vie. Elle m'a dit, fais quelque chose, peu importe ce que tu veux faire, mais écris sur ta vie. Donc au début, j'ai refusé parce que pour moi, c'était impensable. En fait, c'était même impensable d'utiliser le mot « je ». Je suis, je pense. Dans la newsletter, je ne l'utilise jamais, par exemple. Enfin, si, je l'ai utilisé une fois pour parler du livre, mais sinon, je l'utilise absolument jamais. Et après, j'ai lu un article, je pense que c'était vraiment quelques jours plus tard. Il me semble que c'était, je sais plus, je crois que c'était Roxane Gay, qui est du coup une intellectuelle américaine, qui expliquait que dire « je » pour une femme et de raconter son histoire en tant que femme, c'était un acte politique. C'est pas un acte anodin. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, si moi je raconte pas mon histoire, comment est-ce que je peux même inciter les autres femmes à le faire? Et c'était vraiment pour ça que j'ai décidé de le faire. C'était pour déjà utiliser le mot « je » dans un premier temps, et pour inciter les autres femmes à raconter leurs histoires, n'importe quelles histoires, que ce soit une anecdote qui s'est passée, qu'on le raconte dans une vidéo sur YouTube, ou qu'on en écrive un ouvrage ou un roman ou un essai, peu importe. On a tellement invisibilisé l'histoire des femmes jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a assez récemment. Alors, du coup, je me dis qu'il faut vraiment prendre toutes les opportunités nécessaires pour qu'on raconte notre histoire. Et donc, votre histoire, vous décidez de la raconter pas par un récit de A à Z, j'en sais rien, votre naissance à aujourd'hui, mais sous forme de chronique que vous adoptez, qui est un choix littéraire qui n'est pas anodin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces chroniques, qui sont des histoires courtes, mais aussi directes et efficaces, plutôt que, par exemple, un récit qui soit... J'en serais incapable. Non, s'il n'y a pas de réponse. Je serais incapable, je pense, d'écrire un récit de A à Z de manière... Non, ce serait chiant, en fait, franchement. Je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter de manière linéaire. Le format de chronique, c'est un format que j'aime énormément, parce que c'est aussi de cette manière-là que je me suis sensibilisée au féminisme, en lisant des livres, notamment d'auteurs américaines comme Nora Ephron. Je ne sais pas si vous connaissez Nora Ephron, elle est assez connue pour avoir écrit des scénarios quand Harry rencontre Sally, ou je sais plus, ou le truc sur Julia Child. Mais en fait, à la base, c'est une journaliste qui a écrit des textes féministes sous forme de chroniques qui sont extrêmement drôles. Et c'est la première fois où je me suis dit, il y a clairement un style en fait qui peut exister. Et je pense qu'elle, c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, une précurseuse de ce style-là, si le mot existe. Et en fait, le format de chronique a été vachement utilisé chez les auteurs autrices, chez les autrices.
Parce que, en fait, c'est assez simple, c'est juste qu'on ne leur donnait pas l'argent nécessaire pour écrire des livres, mais par contre, on pouvait leur donner de l'argent pour écrire des articles dans des journaux. Donc, il y a des chroniques, par exemple, de Virginia Woolf, qui sont extrêmement drôles d'ailleurs, qui ont été publiées sous forme de recueil. Donc, pour moi, c'est un format dans lequel je me retrouve parce que c'est le format dans lequel j'ai découvert le féminisme. Et donc ce format, vous l'adoptez dans le livre qui s'appelle Les Glorieuses, comme votre newsletter. Vous l'expliquez au début de votre livre, mais est-ce que vous pouvez nous redire Les Glorieuses, qui sont-elles exactement ? À la base, c'est personne. Hein. C'est juste que je trouvais le nom assez joli pour une newsletter. Mais au final, je me suis dit que ce n'était pas un choix anodin d'employer déjà un mot au pluriel. Et pas un mot au singulier. Et ça montre que, en tout cas, ça met en lumière l'envie que j'ai de vraiment montrer que, en fait, c'est pas une personne qui est derrière cette newsletter, c'est vraiment toutes les femmes qui le lisent. C'est maintenant les 90 000 femmes qui sont, et quelques hommes qui sont abonnés à la newsletter. Mais pour moi, du coup, les Glorieuses, je l'ai identifié dans mon imaginaire comme étant une espèce d'armée de femmes qui sont derrière moi à chaque fois qui me poussent en tout cas à faire les choses dont j'ai extrêmement peur. Et qui me disent, dès que, je sais pas, je veux pas prendre la parole, ça m'arrive assez régulièrement de pas vouloir prendre la parole, malgré la situation là. Hein. C'est assez dur quand même. En tout cas, ça l'était beaucoup plus au début. Et je m'imaginais ces femmes, alors ça pouvait être dans mon imaginaire, ça pouvait être ma mère, ma grand-mère, des femmes que je connaissais pas, Olympe de Gouges, comme vous disiez tout à l'heure, peu importe qui d'ailleurs, mais qui me poussait à faire quelque chose finalement de plus grand que ce que je voulais au départ, du tout, même totalement. Et ça, c'est, dans un premier temps, c'est ça. Et dans un deuxième temps, c'est aussi pour moi, les Glorieuses, finalement, c'est toutes les femmes, quoi. C'est toutes les femmes qui ont osé faire quelque chose à un moment donné de leur vie, qui ont fait le choix de se battre pour les autres femmes. Et c'est aussi des femmes qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, parce que c'est ce que je répète très régulièrement dans la newsletter et dans le livre. L'idée, quand on est activiste, c'est pas de dire à tout le monde d'être activiste, ou c'est pas de dire à tout le monde faut qu'on se batte pour les femmes. Pas du tout. Je pense que chacune et chacun, d'ailleurs, on fait des choses à notre échelle et c'est déjà beaucoup. Et donc, vous le disiez à l'instant, il existe du coup plusieurs déclinaisons de féminisme, plusieurs façons de se battre pour plus d'égalité ou pour en tout cas ce en quoi on croit, sur le terrain ou sur le papier, dans les médias, chacune ayant son importance dans le combat évidemment. Mais alors, votre approche, à vous, quelle est-elle exactement et que combattez-vous au quotidien dans cette approche du féminisme ? Wow, je sais pas. Qu'est-ce que je combats au quotidien, genre tous les jours, je me réveille et je clairement... Ou du moins quand vous écrivez les newsletters, qu'est-ce qui vous motive vraiment intrinsèquement Je pense que ce qui me motive le plus, c'est de faire la révolution de l'imaginaire. C'est de faire en sorte que dans une génération, quand on dit à quelqu'un... cite-moi quelqu'un qui a écrit de la poésie, il va pas d'abord penser Rimbaud, il va pas d'abord penser Baudelaire, il va aussi penser à Nan Noailles, il va aussi penser à Virginia Woolf, il va penser à toutes les femmes qui ont écrit des poèmes finalement et qui ont été invisibilisées pour une raison ou pour une autre. Et c'est pour ça aussi que je cite exclusivement des femmes. C'est pas parce que je considère que les femmes écrivent mieux que les hommes, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a des très bonnes autrices et des très bons auteurs. Et des moins bons aussi dans les deux cas. Mais c'est en fait pour un peu rétablir la balance en fait. Je pense qu'elles sont tellement peu citées que l'idée c'est de les remettre en tout cas au cœur de l'imaginaire. Ça c'est mon premier combat et je pense que mon second combat c'est aussi un combat économique. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose que j'avais en tête quand j'ai commencé à écrire et à commencer à lire toutes ces femmes. C'est que, en fait, au final, je pense qu'on ne va pas réussir à faire un changement de paradigme durable pour vraiment arriver à une société où les femmes sont les égales des hommes sans qu'il y ait un changement économique qui se passe. Je suis tombée sur ce chiffre il n'y a pas hyper longtemps, mais qui m'avait vraiment fait halluciner. C'est que dans le monde aujourd'hui, 99% des revenus de la propriété reviennent aux hommes. Les revenus de la propriété, c'est quoi ? C'est les
revenus, enfin, genre les profits liés aux actifs mobiliers et immobiliers. Et 99% de ces revenus reviennent aux hommes. Et ça s'explique extrêmement bien. C'est des années et des années d'inégalités en matière d'héritage, aussi d'inégalités salariales, d'inégalités économiques en règle générale. Et je me dis, tant qu'on sera dans ce rapport 99-1, bah finalement, on aura beau faire tous les combats et toutes les avancées qu'on voudra, on pourra nous les retirer d'une manière ou d'une autre, quoi. Et c'est pour ça que le combat pour des inégalités salariales, c'est pas un combat futile et c'est pas un combat pour avoir plus d'argent parce que ça a été décrit de cette manière-là plusieurs fois. Pas du tout, en fait. C'est un combat pour arriver à une vraie égalité, pour pas que les femmes se disent bah voilà, je vais pas quitter mon mec parce que j'ai pas assez d'argent pour le faire. L'idée, c'est vraiment d'arriver à ce changement de paradigme, et on n'y arrivera pas tant qu'on sera dans ce rapport si inégalitaire économique. Donc vous cherchez à représenter les femmes, hein, clairement, que ce soit du coup culturellement ou politiquement ou économiquement. Mais en tout cas, grâce à ce livre, je pense qu'on peut dire que oui. Et vous parliez tout à l'heure de prise de conscience. D'ailleurs, Simone de Beauvoir, je crois, le dit elle-même, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que du coup, vous pourriez nous expliquer, vous, à quel moment du coup tout ça est né, à quel moment vous avez dit la femme, je vais la représenter et ces inégalités, je ne les accepte plus? Alors, j'ai pas du tout pour ambition de représenter qui que ce soit, et encore moins toutes les femmes. Je pense que ça a été un problème d'ailleurs dans le combat féministe en France notamment, qu'il y avait effectivement certaines femmes qui voulaient représenter les intérêts de toutes les femmes. Je pense que ce sera jamais possible. Je pense que je peux juste parler en mon nom et je peux parler de mes expériences et je peux faire en sorte de créer l'espace pour que les femmes parlent de leurs expériences. C'est ce que j'ai fait cet été dans la newsletter. On a fait une version estivale où on a donné la parole à 8 femmes différentes pour qu'elles racontent une histoire qu'elles ont vécue. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de créer un espace suffisamment grand, un espace médiatique. Et en fait, littéralement, j'avais vu ça sur une activiste féministe musulmane aux États-Unis qui disait quand vous avez le micro ou quand vous avez une certaine audience, et elle utilisait cette image du micro, où elle disait passer ce micro à des femmes qui ont moins cet espace médiatique. Et je pense que c'est plus ça que j'essaye de faire avec ce livre ou avec la newsletter des Glorieuses. Je pense qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis réveillée et je me suis dit genre allez, c'est bon, c'est ce que je vais faire de ma vie. J'étais pas du tout censée faire ça de ma vie. Moi, je voulais devenir chercheuse d'économie. Et en fait, c'est plutôt c'est grâce à des rencontres. C'est à la fois une évidence et une ou plusieurs rencontres d'ailleurs. Une évidence dans le sens où je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'avoir ce truc dans le bide où on se dit c'est évident que je dois faire ça en fait. Et je pense que je suis quelqu'un qui essaye de beaucoup écouter son intuition. Et ça, c'est quelque chose que ma mère m'a appris. Et je l'en serai toujours reconnaissante parce que c'est hyper important de faire confiance à son intuition. Donc je pense qu'il y a eu ce côté, effectivement, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je pense que avant que je trouve ce combat qui m'anime tous les jours, je pense que j'étais une personne assez frustrée, en fait. Et je m'énervais assez rapidement. Je me souviens de scènes où je m'énervais de gens dans la rue qui je sais pas, qui se déplaçaient pas suffisamment vite pour que j'aille rapidement. C'était complètement ridicule quand je pense. Et le fait d'avoir trouvé ce combat fait que, en tout cas, même juste pour moi, en fait, ça m'a vachement calmée. Et paradoxalement, même si je vois toutes les choses qu'on doit accomplir pour faire en sorte que les femmes aient autant de droits et de privilèges que les hommes, juste le fait de le faire, je me dis que je suis exactement là où j'avais envie d'être. Donc voilà. Et puis après, c'est vraiment l'aspect un peu joli, évident. Et puis après, il y avait un aspect plus pratique qui fait que j'ai rencontré une femme qui s'appelle Christelle Delarue, qui avait une agence de publicité, qui a toujours une agence de publicité qui s'appelle Mad & Woman, qui m'a proposé en fait de me payer pour que je continue à le faire. Donc à un moment donné où j'avais plus d'emploi, vu que j'avais terminé ma thèse, elle m'a proposé de le faire et juste de continuer à faire ce que je faisais.
Et donc, le féminisme, au final, c'est un sujet d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, qu'il y a eu plusieurs définitions, enfin, en tout cas, chacun a sa définition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre conception vraiment du mouvement féministe ? Du mouvement féministe tel qu'il existe aujourd'hui ? Tel que vous l'interprétez, en tout cas. Pour moi, le féminisme, c'est un combat pour arriver à une égalité, ou en tout cas une société où les femmes sont les réelles égales des hommes. Et à ça, il y a pas mal de gens qui vont dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que vous êtes humaniste ? Parce qu'être féministe, c'est être contre les hommes. Le nombre de fois où j'ai entendu ça, c'était hallucinant. Et en fait, je tiens vraiment à utiliser le mot féministe, et les activistes, en règle générale, tiennent à utiliser le mot féministe, parce que c'est une manière en gros, là, clairement, le problème, c'est que les femmes n'ont pas autant de privilèges que les hommes. Donc, en gros, on sera féministe tant qu'on arrivera à cette égalité, parce qu'il faut aujourd'hui travailler à faire en sorte que les femmes aient plus de privilèges dans notre société. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense qu'on ne peut pas parler de féminisme aujourd'hui sans parler d'inclusivité ou d'intersectionnalité, qui est que les femmes vivent différemment leurs conditions de femmes, suivant leurs origines sociales, suivant leur religion, suivant leur parcours universitaire, suivant suivant leur couleur de peau, leur religion, etc. Et il y a effectivement plein de critères qui font qu'elles vont subir 2, 3, 4 discriminations en plus uniquement du fait d'être femme. Et aujourd'hui, le combat féministe, il ne peut pas se penser sans cette inclusivité. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de tendre le micro pour qu'il y ait d'autres femmes qui ont d'autres expériences que nous, qui prennent la parole, c'est extrêmement important. Et donc, dans le cadre de ce combat féministe, en 2016, je l'évoquais tout à l'heure, vous lanciez le mouvement pour l'égalité salariale, hashtag 7 novembre 16h34, et réitéré ensuite en 2017 sous l'appellation hashtag 3 novembre 11h44. Pourriez-vous nous dire quelques mots de plus sur ce mouvement, et d'ailleurs si vous comptez le réitérer ou pas cette année ? Oui. Vous aviez entendu parler de ce mouvement pour l'égalité salariale ou pas trop ? Peut-être, oui. Trop sympa. Ça s'est passé, c'était quoi ? En novembre du coup 2015, 2016 le premier. Et c'était fin octobre que j'y avais pensé. En fait, j'étais en train de, comment on appelle ça, de réviser ma soutenance de thèse qui avait lieu le 8 ou 9 novembre, enfin genre le lendemain ou le surlendemain. Et clairement, quand on doit se concentrer sur le genre de choses importantes, on a tendance à procrastiner, en fait. Donc, du coup, j'étais sur mon ordinateur et je regardais des articles. Et j'avais vu un article et surtout une photo qui m'avait marquée, qui se déroulait en Islande la veille. Et il y avait eu des millions de femmes. L'Islande, c'est pas un grand pays. Il n'y a pas énormément de... Je ne sais pas combien il y a de millions d'habitants, mais je crois que c'est genre 7 ou 8 ou 9, pas énormément. Mais il y avait 2 millions de femmes dans la rue. Et il y avait une grève générale des femmes pour se battre pour l'égalité salariale. Et donc, il y avait une date symbolique, je ne sais plus c'était quoi la date, mais 28 ou 29 octobre. Et ce qui m'avait marqué, c'était que l'Islande était le pays au monde où les inégalités salariales sont les plus faibles. Elles étaient elles sont de l'ordre de 9-10%, alors qu'en France, on est bien au-delà, 25% plutôt. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ici ? Donc j'ai commencé à faire des produits en croix, tout simplement pour voir quelle serait la date et l'heure à laquelle les femmes devraient théoriquement s'arrêter de travailler parce qu'elles sont moins bien payées que les hommes. Et donc je suis tombée sur le chiffre d'Eurostat qui était de 15,5%, donc 15,5% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, qui est un chiffre qui peut être totalement remis en cause, enfin pas le chiffre en lui-même, mais en tout cas, il y a plusieurs chiffres qui montrent les inégalités salariales en France. Il y en a un autre qui est beaucoup plus pertinent, à mon sens, qui dit qu'il y a 25% d'inégalité salariale de différence entre les femmes et les hommes. Et donc j'avais choisi le chiffre d'Eurostat parce que c'était le chiffre qui avait été choisi par les Islandaises et je voulais vraiment garder la même méthodologie. Et donc j'étais tombée sur ce 7 novembre 16h34. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais faire la newsletter là-dessus, comme ça ce sera fait. Et clairement, cette newsletter a été lue un chouillou plus que les autres, parce qu'à cette époque-là, je pense que je devais avoir 10 000 abonnés, quelque chose comme ça, ou peut-être 12 000, mais pas vraiment plus.
et là, je me suis dit, bon, ça va être un peu gros à partir du moment où l'AFP m'a appelé effectivement pour en faire une dépêche. Et là, j'ai commencé à complètement stresser. Et j'ai éteint mon ordinateur, j'ai éteint mon portable. Et je suis allée dans mon lit et je suis allée pleurer. Et je me suis dit, j'aimerais juste retourner en arrière. En fait, je veux pas du tout être derrière ça. Enfin, faites ce que vous voulez, faites-le sans moi, mais je veux pas du tout le faire, quoi. Je pense que c'est vraiment, j'avais paniqué. C'était, enfin, en y repensant, c'est assez drôle, mais sur le moment, pas du tout. Hein. C'était pas du tout drôle. Et en fait, je pense qu'il y a eu énormément d'articles, il y a eu énormément à la télé, dans les journaux, à la radio. Mais dans les faits, je pense qu'il y a très peu de femmes qui ont décidé de partir à 16h34 du travail. Et enfin, heureusement, de toute façon, ce n'était pas un appel à la grève. Mais en tout cas, ce que j'espère que ça a changé, c'est que là où c'était plutôt un sujet qui était abordé en période électorale, et encore, hein, si jamais on était chanceuse, j'avais l'impression, en tout cas depuis, qu'il y avait davantage de prise de conscience, que ce soit à la fois effectivement au sein des politiques, et donc du coup avec une volonté de faire quelque chose au niveau des politiques publiques, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense qu'il y a davantage une prise de conscience au niveau des femmes en elles-mêmes qui demandent plus d'augmentation. Même si, enfin, je voulais juste dire ça d'ailleurs, il y a effectivement plein de gens qui disent que si jamais les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est parce qu'elles demandent moins d'augmentation. Mais c'est pas vrai du tout, en fait. Les femmes demandent autant d'augmentation que les hommes, mais par contre, on leur accorde moins ces augmentations qu'aux hommes. Donc il y a un vrai problème systémique à changer ça. Et le troisième acteur qui est très important, c'est les entreprises. Et moi, je pense que si jamais il peut vraiment se passer quelque chose dans les 5 prochaines années et pas attendre 2186 comme ce qui a été évoqué à Davos, c'est au niveau des entreprises que ça va se faire. C'est au niveau du fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui sont à la tête de ces entreprises. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui ont conscience de ces inégalités-là et qui ne sont pas uniquement sur construire un projet basé uniquement sur le profit, mais un projet sociétal, en fait. La plupart des patrons d'entreprises en France sont quand même des personnes qui ont des projets sociétaux derrière et ne sont pas là uniquement pour faire du profit. Ça serait, sinon il y a des moyens beaucoup plus simples que de travailler autant pour faire ça. Donc je pense que ce sera vraiment via les entreprises qu'on va y arriver rapidement. Parce que effectivement, au niveau des politiques publiques, c'est pas en faisant de ce qui est proposé par le gouvernement actuel comme le name and shame ou en gardant les amendes telles qu'elles sont qu'on va faire quoi que ce soit. Et donc, à ce moment-là, il y a un hashtag qui est utilisé. Je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est qu'un hashtag, en fait, qui après permet de lancer tout un mouvement sur Internet qui est repris, repris, etc., qui peut être communiqué. Donc, un hashtag. Après, il y a les newsletters, les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, tous ces outils technologiques qui n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années. Hein. Clairement, c'est quelque chose de relativement nouveau. Du coup, par rapport au combat féministe, comment est-ce que vous considérez ces outils technologiques ? C'est marrant parce que j'ai un rapport vraiment très paradoxal par rapport à ces outils. Je pense que d'un côté, c'est absolument formidable. Je pense que effectivement, sans ces outils, en fait, ces outils permettent vraiment de faire émerger des questions populaires alors que c'était pas du tout le cas avant, quoi. Enfin, vraiment, je crois vraiment au pouvoir de Twitter, au pouvoir d'Instagram, au pouvoir de Facebook, dans le sens où ça peut faire émerger des questions politiques. Mais ça peut faire uniquement émerger des questions politiques. Je pense qu'après, il faut effectivement qu'il y ait à la fois les pouvoirs publics et les acteurs privés qui suivent pour transformer l'essai. On peut juste faire en sorte de mettre la lumière sur une expérience ou sur un hashtag, comme ce que vous disiez, mais c'est tout. Et en fait... pourquoi est-ce que je suis hyper ambivalente avec les réseaux sociaux, c'est que c'est hyper... c'est un cauchemar pour les femmes, hein. C'est un cauchemar pour les activistes féministes, les réseaux sociaux. Sur Twitter, on se fait insulter, mais tous les jours, quoi. Et il faut vraiment avoir une... comment on appelle ça, genre une peau dure. Carapace. Ouais, voilà, une carapace. Parce que vraiment, on se prend des messages. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, il y a des amis journalistes. C'est vraiment quotidien. C'est des attaques de personnes. C'est des attaques organisées. Hein. C'est pas juste des personnes
chacun dans leur coin, qui vont attaquer de temps en temps. C'est vraiment, ils appellent ça des espèces de commandos d'ailleurs, où ils se réunissent sur des forums pour dire, voilà, ce week-end, on va aller harceler 7 personnes sur Twitter. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de nous dégager de l'espace public. Mais ça rejoint une thématique et un problème beaucoup plus large, qui est que dès que les femmes veulent avoir plus d'espace... Alors, quand c'est à la maison, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans l'espace privé, ça, c'est vraiment vraiment, fais ce que tu veux, c'est à toi. Enfin, ta cuisine, c'est ton Magimix, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la rue... on nous demande de partir. Quand c'est les réseaux sociaux, quand on parle fort, on nous demande de nous taire. Et c'est pas quelque chose de... C'est pas anodin du tout. Et au-delà de dire que c'est pas anodin, c'est pas naïf surtout de dire ça, quoi. Il y a vraiment une stratégie. C'est le problème systémique. En fait, c'est le patriarcat. Appelons un chat un chat. Qui fait que les femmes, on ne donne pas la parole aux femmes. Si on prend l'exemple, par exemple, de tout le mouvement qui s'est passé en novembre dernier sur les harcèlements avec Harvey Weinstein, voilà, tout le mouvement MeToo. On dit c'est vraiment formidable, on dit vraiment une époque formidable où les femmes, quand il leur arrive quelque chose, elles peuvent parler, etc. Le mouvement MeToo, il a été créé par une femme, une activiste américaine noire, il y a 10 ans en fait. Elle s'appelle Tarana Burke, donc ça n'a pas du tout été créé l'année dernière. Et ça fait 10 ans qu'elle encourage les femmes à parler. Pourquoi est-ce que les femmes ne parlaient pas ? Parce qu'elles n'étaient pas suffisamment riches pour parler. Pourquoi il faut avoir de l'argent pour parler ? On ne peut pas demander à n'importe qui de raconter son agression ou de raconter son harcèlement. Il faut avoir de l'argent parce qu'il faut avoir du pouvoir pour être entendu. Et c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas la première fois que les femmes parlaient, mais c'est la première fois qu'elles étaient entendues. Mais même quand elles sont entendues, c'est pas suffisant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même eu un article qui est paru la semaine dernière qui met en avant le fait que Luc Besson a violé plusieurs femmes dans le cadre de ses fonctions de réalisateur. Personne n'en a entendu parler, quoi. On parle de Luc Besson quand même. Enfin, c'est quand même le réalisateur français le plus connu. Il a violé, et les femmes racontent leur viol en fait. Et c'est même pas des femmes qui on dit voilà, j'ai fait ça pour réussir, ou quand bien même si ça avait été le cas, c'était vraiment pas notre vraiment elles font ce qu'elles veulent. C'est des femmes qui ont dit non à plusieurs reprises, qui ont essayé de se débattre, et en fait elles sont pas entendues. Donc en fait, on n'a pas vraiment changé de société non plus, quoi. Elles parlent, mais elles ne sont pas entendues. Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas entendues ? Parce que Luc Besson a beaucoup plus de pouvoir que ces femmes-là. Et il y a un autre cas qui est typique, c'est une journaliste qui a parlé du harcèlement sexuel dont elle avait été victime par, à l'époque, Éric Monnier, qui était... à l'époque, il me semble qu'il était directeur de l'information de France 2. Donc ça s'est passé en novembre dernier. Elle a raconté son histoire à BuzzFeed, qui l'a mis en avant et qui l'a raconté du coup sur son média. Alors, on peut s'imaginer du coup que le mec, il a été viré, ou en tout cas qu'il y a eu pas une procédure de licenciement, mais en tout cas un rappel à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Le mec, donc il est parti de France 2 et il a été nommé il y a quelques semaines directeur de l'information de TF1. Donc c'est littéralement le mec qui décide de tous les sujets qui passent dans tous les journaux télévisés de TF1 depuis quelques semaines. Et donc clairement, c'est assez marrant parce que à peu près au même moment, TF1 m'avait interviewé, je ne sais plus sur quel truc. Et clairement, j'étais là, clairement, j'ai parlé de leur directeur et clairement, j'étais coupée au montage après, forcément. C'était pas ultra malin de ma part non plus, mais je me suis dit, si jamais moi je le dis pas, qui va le dire, quoi. J'en parlais aux journalistes et elles comprenaient pas, quoi, le fait qu'il ait été promu. C'est une promotion, le fait d'être directeur de l'information de TF1. Donc en fait, je pense que... Et en fait, je crois que je suis allée hyper loin par rapport à la question, non, je me souviens même plus. On a tendance à dire qu'on vit vraiment une nouvelle société où les femmes peuvent parler, etc. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'on peut vraiment se prévaloir d'avoir changé de société le jour où, quand une femme parle, on ne remet pas en cause son histoire, parce qu'il n'y a aucune femme sur cette planète qui va se prévaloir ou de s'être fait violer et d'utiliser son histoire pour être intéressante. Ça, c'est vraiment... C'est quand même génial quand on y pense quand même. Cette espèce c'est quelque chose d'assez récurrent qui est
à mon avis, ça a été mis en place, je ne sais pas il y a combien de temps d'ailleurs, mais qui est de dire que quand une femme dit qu'elle a été agressée, c'est qu'elle ment et elle fait ça uniquement pour se mettre en avant. Quelle femme, voilà, on est toutes des femmes, qui ferait ça en fait? C'est quand même ahurissant. Donc je pense qu'on n'est vraiment pas arrivé à une société où toutes les femmes peuvent parler et quand elles parlent, elles sont crues et quand elles sont crues, il y a des conséquences qui existent. C'est pas le cas encore. Mais c'est pour ça qu'on est là ce soir d'ailleurs et c'est pour ça qu'on continue notre combat. Et du coup, la prise de parole, le partage de la parole en l'occurrence, et vous le disiez tout à l'heure, passer le micro à la suivante, c'est votre cheval de bataille presque. Du coup, l'entraide féminine serait pour vous une force dans ce cas-là? Je pense que c'est même central. J'étais à l'Assemblée nationale, je sais plus, si c'était en mars du coup, parce qu'ils font tous les ans un événement où ils invitent des féministes à l'Assemblée pour le 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Et je me suis dit, en fait, j'avais pas du tout préparé le truc parce que je pensais que c'était des questions-réponses, donc j'avais pas vraiment préparé grand-chose. Et j'arrive évidemment en retard et je me rends compte qu'en fait, tout le monde fait un discours de 6 minutes. Et là, je me suis dit, waouh, 6 minutes, c'est hyper long en fait. Donc je me suis dit, sur quoi je vais le faire et en fait, j'ai suggéré dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, et j'ai vraiment adoré faire ça, de changer la devise nationale, liberté, égalité, fraternité, pour liberté, égalité, sororité. Et la sororité, c'est le mot qui met en avant cette entraide féminine. Et pourquoi c'était hyper important pour moi? Non pas pour effectivement changer la devise. Je pense que si jamais on devait changer la devise, je me battrais vraiment pour que ce soit liberté, égalité, solidarité, pour que du coup ça inclue les deux sexes. Mais ça montre l'institutionnalisation de l'entraide masculine qui existe, mais dès le plus jeune âge, que ce soit dans la cour des récrés et qu'ensuite on retrouve dans le monde professionnel. La fraternité, c'est tellement important, donc l'entraide entre les hommes est tellement importante que c'est quand même à l'entrée de toutes les écoles et de toutes les institutions en France. Alors que la sororité, qui est tout aussi... c'est vraiment le pendant féminin, en fait. L'entraide entre les femmes est tellement mis de côté que quand on écrit sororité dans Word ou dans Page, il le souligne en rouge pour dire que c'est un mot qui n'existe pas. Et c'est hallucinant. Et c'est vrai qu'on apprend aux femmes à se détester entre elles, à se jalouser entre elles, alors qu'au final, on est nos meilleurs alliés, quoi. Et si jamais on n'apprend pas effectivement à faire de la sororité une notion universelle que la fraternité, on va clairement pas y arriver. Du coup, vous en avez mentionné tout à l'heure quelques-unes, et dans vos livres, vous en évoquez plusieurs aussi, même de nombreuses entités féministes, connues et moins connues, nos contemporaines ou nos prédécesseuses. Nora Ephron, on en parlait tout à l'heure, Louise Weiss, Maya Angelou, Simone Veil, même votre amie Anna ou votre grand-mère, chacune à sa façon, du coup, a eu à ce côté féministe. Y a-t-il du coup parmi toutes ces femmes que vous évoquez ou que vous n'avez peut-être pas encore évoquées, une ou plusieurs en particulier qui vous ont marqué et dont vous voudriez parler un petit peu? Il y a clairement ma mère. Je pense que c'est... j'allais dire sans elle, je ne serais pas là, mais ouais, ce serait un peu trop littéral. Mais c'est ma mère quand j'ai lancé Les Glorieuses. Donc, je voulais dire, je ne sais plus c'est quoi la phrase qui est en dessous, mais je crois que c'est je voulais mettre la première newsletter féministe. Et elle m'a dit, non, surtout, n'utilise pas le mot féministe. Les gens, ils ne vont pas s'abonner si jamais tu mets le mot féministe. Et du coup, j'ai changé. J'avais mis les femmes ont enfin leur newsletter. Et je crois que c'est encore la phrase 4 aujourd'hui, alors que quand j'en parle, c'est clairement une newsletter féministe. Et en fait, au début, je comprenais pas et je m'étais un peu énervée contre elle en disant, voilà, si jamais, si toi tu fais rien, qui va le faire, quoi. Elle a suffisamment, elle a travaillé toute sa vie, elle a suffisamment d'argent pour faire, en tout cas pour mener ce combat-là. Et si elle le faisait pas, en fait, je comprenais pas pourquoi elle le faisait pas. Et au final, je me suis dit, ça m'a pris quand même plusieurs mois de réflexion. Déjà, en fait, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'était féministe. C'était une entrepreneure. Elle nous a élevés avec mon frère à peu près toute seule, quand
avec pas trop de pension. Enfin, elle a mené le combat de sa vie. Et je pense que mener ce combat-là, en soi, c'était féministe. Et du coup, je suis tellement admirative de tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Je pense que je ne pourrais pas faire vraiment le 10e de ce qu'elle a fait. Donc c'est vraiment pour moi une source... ma mère est vraiment une source d'inspiration. Et aujourd'hui, c'est la première à dire « je suis féministe », mais depuis toujours, forcément, le soyez toutes. Mais c'était pas le cas avant. Et puis je pense qu'effectivement, il y a 3 ans, personne ne le disait. C'était vraiment un gros mot, quoi. Les gens ne le disaient pas du tout, quoi. Après, d'autres figures, clairement, ouais, mes grands-mères, c'est des meufs ouf, quoi. Elles sont trop bien. Je les aime trop. Et puis vraiment dans 2 styles différents, quoi. Il y en a une juive et une protestante. Et c'est vraiment 2 styles différents. Hein. C'est 2 religions, 2 styles. Et après, dans les autrices, je pense qu'il y en a une quand même plus que les autres, c'est Anaïs Nin. J'ai lu son... D'ailleurs, je voulais l'acheter ici après. Mais j'avais lu son journal. C'était un journal qui était paru. C'était vraiment un vieux poche que j'avais acheté chez Emmaüs. Et en fait, il y avait tous ces journaux de 1932, il me semble, jusqu'à 47, voire même 53. Et je les avais achetés chez Emmaüs parce que c'était joli. Il y en avait un rose, un violet, un truc. Et je me suis dit, ça va être canon chez moi. Et c'est vraiment resté dans ma bibliothèque, je crois, pendant 10 ans à peu près. Et je les ai lus à la suite d'un truc qui était que j'ai vécu qui n'était pas très très cool. Mais du coup, j'ai lu son journal et j'ai découvert que, en fait, on pouvait être féminine et féministe. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans ma tête qui ne fonctionnait pas avant d'avoir lu son livre. Et surtout, elle m'a appris que il n'y avait pas une façon d'être une femme. Et je pense que c'était à chaque femme de définir sa façon d'explorer sa féminité et sa façon de définir surtout qu'est-ce que ça voulait dire être une femme. Et je pense que ça, c'est vraiment un des grands combats que je mène avec les Glorieuses et que je vais aussi mener à la rentrée. Je vais lancer une newsletter pour les hommes, écrite par un homme, qui va avoir vraiment la même approche que les Glorieuses, à savoir il n'y a pas une masculinité comme il n'y a pas une féminité. Et c'est vraiment à chaque homme de définir qu'est-ce que c'est être un homme. Sur cette note que je trouve parfaite, je voulais déjà vous conseiller donc, de vous abonner à la newsletter Les Glorieuses si ce n'est pas déjà fait, parce qu'elle est écrite avec plein d'humour et de bon sens et qu'elle est vraiment très très riche à lire. Et du coup, je voulais savoir si par hasard vous aviez des questions dans le public. Oui. J'ai une toute petite question. Merci d'être là. Je profite juste que vous ayez parlé des hommes à l'instant pour vous poser cette question simple à poser, peut-être plus difficile à répondre. Qu'est-ce que je peux dire à mon ami, à mon mari, à mon amoureux, à mon pote, quand il me dit j'essaie d'être féministe et de poser des questions, de m'intéresser, et qu'on me répond systématiquement que je suis un cisgenre homme blanc et que j'ai rien à faire dans le débat? En fait, il y a plein de manières de s'intéresser à ces questions-là sans pour autant prendre la parole. C'est peut-être ça la différence. Je pense qu'il y a plein de manières de se renseigner sur ces questions. Abonnez-le aux Glorieuses, c'est gratos. Et comme ça, il va y avoir une petite surprise mercredi prochain. Et en fait, je pense qu'il y a plein de manières d'être allié pour un homme. Je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose de facile du tout pour parce qu'on est quand même en train de vivre une révolution sociétale. Je pense que les femmes parlent de plus en plus et elles se rebellent en tout cas sur ces questions-là. Et je pense que c'est pas facile pour les hommes parce que effectivement, ça implique qu'ils auront moins de privilèges à l'avenir que ce qu'ils ont aujourd'hui. Effectivement, ils seront peut-être plus autant payés qu'avant. Peut-être qu'ils n'auront plus les postes exactement qu'ils souhaitent. Et ça implique effectivement une remise en cause. Donc ce qu'on peut leur conseiller pour tous les hommes qui veulent être alliés de cette cause-là, c'est dans un premier temps de prendre conscience des privilèges qu'ils ont dans cette société. Et à partir du moment où ils auront pris conscience de ces privilèges-là, ils feront, à part si c'est des personnes horribles, hein, mais je ne pense pas, ils feront vachement gaffe à l'emploi de ces privilèges-là. Et je pense que cette prise de conscience, elle est vraiment fondamentale si jamais on veut arriver et on veut aller plus loin. Et effectivement, est-ce que ça veut dire de se taire ? Oui. C'est pas grave non plus. Hein. Je crois que quand on allume la télé, 78% du temps de parole, il est accaparé par les hommes. Donc, c'est pas grave de se taire de temps en temps.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, j'aimerais juste avoir votre opinion sur le féminisme dit extrême des Femen ou qui a donné, je trouve, une mauvaise image en fait du féminisme. Enfin, voilà, ce que vous en pensez. C'est une trop bonne question. Je me suis vachement posé cette question-là parce que moi-même, je me disais pas féministe à cause de l'image qu'on renvoyait des fémènes. Et après, en fait, donc, du coup, dans le cadre de mes activités, j'ai été amenée à les rencontrer. Et en fait, déjà, c'est des meufs géniales. Elles sont trop bien, elles sont trop drôles, elles sont pas du tout extrêmes, elles font pas du tout peur. Enfin, elles sont déjà, c'est vraiment des personnes intelligentes et qui utilisent en tout cas les moyens qu'elles ont pour mener leur combat. Et en fait, ce que je me suis dit, c'était que c'était le traitement médiatique qui était problématique. Il n'y a rien de violent en fait chez les fémènes. Elles ne frappent personne. C'est vrai qu'elles montent leur sein, mais à la limite, c'est pas très grave. Enfin, vraiment, c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me choque pas des masses qu'elles le montrent. Elles font des actions qui peuvent effectivement paraître violentes, mais finalement, quand on regarde bien ce qu'elles font, c'est pas elles qui le sont, mais c'est les réactions par rapport à ça qui le sont. Ça va être les vigiles qui vont les prendre de force et qui vont les jeter en dehors de là où... il me semble qu'elles avaient fait un truc à la cathédrale. Une cathédrale, parce que je ne sais plus le nom de la cathédrale. Et du coup, effectivement, c'est ça qui font qu'elles sont vues comme étant un féminisme extrémiste. Pour moi, s'il y a un féminisme extrémiste, et je pense qu'il y en a un, c'est notamment les femmes blanches qui ne vont pas prendre en considération le fait qu'elles ont plus de privilèges que les femmes noires ou que les femmes arabes, et notamment dans les pays occidentaux. Mais, et encore, enfin vraiment, les féministes ne tuent pas et elles ne sont pas extrêmes dans ce sens-là. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Je vais dire, je pense que j'ai vu madame en première. Je vais faire le... Si vous pouvez On peut en faire plusieurs, non? Bonsoir Rebecca, moi je vous suis depuis la première heure. On s'est déjà croisés à Paris au moment où les pubs du Saint-Laurent on faisait un petit peu de ramdam pour dire que c'est pas très bien tout ça. Voilà, donc maintenant je vois que vous évoluez vers une agence de com. Et ah non, pas du tout. Vous travaillez dans l'agence de com. J'ai pas compris le positionnement en fait que vous avez par rapport à votre employeur, par rapport à ce que vous faites. Est-ce que vous influencez, est-ce que vous conseillez? Il y a ça. J'ai vu que vous faites aussi un club. Donc, qui dit club dit adhérente. Donc, qui sont vos adhérentes? Est-ce que vous savez déjà qui finalement sont vos followers? Les petites golos aussi, ça commence à émerger. Wow. Voilà, je voudrais savoir un petit peu, enfin, vers où vous allez en fait, globalement, parce que je vois qu'effectivement les choses évoluent, ça se structure. Il y a des marques qui rentrent dans le jeu. Maintenant, voilà. Où allons-nous? Où allez-vous? Merci beaucoup et merci beaucoup de suivre les activités qu'on fait. Alors, c'est d'un point de vue hyper pratique, mais ça va peut-être vous saouler. En fait, en gros, donc, l'agence de publicité me donnait de l'argent pour vivre voilà, tous les mois. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une autre personne pour travailler avec moi sur ce projet, parce que c'était clairement trop de travail pour moi. Et donc, je me suis dit, qui dit autre personne, il faut effectivement faire rentrer de l'argent pour la payer, elle. Et pendant très longtemps, j'ai pas voulu être une entrepreneuse, en fait, parce que ma mère est entrepreneuse. Et je la voyais faire des heures, mais hallucinantes, quoi. Et moi, je voulais juste être salariée et même prof. Et enfin, je voulais vraiment pas me saouler avec... non, mais pas même prof, vous me comprenez, quoi. Je voulais vraiment avoir mon emploi à vie et pas du tout me préoccuper de ce genre de questions-là. Et après, donc en fait, voilà, j'ai commencé à faire ça et donc en fait, j'ai décidé de créer une société malgré tout que j'ai créée la semaine dernière d'ailleurs, qui est une société de médias.
donc de production de newsletter. Et donc effectivement, on propose à des marques de sponsoriser la newsletter. Et donc il va y avoir, enfin il y a déjà eu d'ailleurs un bandeau avec marqué cette newsletter vous est offerte par telle marque. Et il y a ça en haut et en bas de la newsletter. Et en échange, ils nous donnent de l'argent pour être là. Alors, à aucun moment, ils influencent le contenu de la newsletter. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit dès le début. Et en fait, elles s'en foutent, les marques, d'influencer quoi que ce soit. Elles veulent juste être présentes pour montrer, en fait, qu'elles soutiennent un projet qui contribue à l'émancipation des femmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le... En fait, malgré tout, j'ai créé une société pour... en fait, pour faire en sorte que ce soit déjà un projet qui soit financièrement viable et indépendant, et pour pouvoir construire d'autres newsletters et pour pouvoir aussi construire d'autres moyens de faire en sorte, et en tout cas de contribuer à cette révolution des genres. Et ça, c'était une question, mais il y en avait plein d'autres. Les Petites Glows, c'est la version qu'on a lancée pour adolescentes. Donc, si vous connaissez des ados qui ont... ça s'adresse plutôt aux jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans. Et on va parler de plein de sujets. C'est écrit par des ados pour des ados. Et ça parle de plein de sujets féministes avec des mots que je ne comprends pas. Et avec... je ne comprends vraiment pas ce qu'elles font. Mais apparemment, c'est vraiment cool. En tout cas, elles ont l'air d'aimer. Ça, c'était la deuxième question. Il y avait un troisième truc, non ? Ah oui, le club. Ah ouais, ça, je suis trop contente. Ça, je l'ai lancé cette année. Et en fait, il y a 500 femmes pour l'instant qui en font partie, qui font partie du coup du Club des Glorieuses. Et on organise des événements tous les mois. Pour l'instant, on l'a fait uniquement à Paris parce qu'on n'avait pas l'argent de bouger, juste. Et là, en fait, on va créer à partir de septembre un système pour que chaque femme qui veut créer son club des Glorieuses, et donc en fait, c'est un club où on invite soit une autrice, soit une intellectuelle, soit une femme qui nous a inspirés, soit notre mère, soit notre grand-mère, peu importe, mais qui réunit du coup des femmes tous les mois. Et l'idée, c'est de lancer ça partout en France à partir de septembre.